très très belle vidéo. On a bien compris que le design de la valise remontait à 2008. Ouais. Il a été imaginé par votre père, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Exactement, comme on le disait avant, moi je suis actionnaire d'une société qui s'appelle Alsacienne de Maroquinerie, qui est basée à Molsheim depuis 1960. Donc je suis la 3e génération. Et pour la partie design, c'est mon père qui a pas mal œuvré, et notamment pour ce design-là. Alors, il a fallu attendre 2019-2020 pour que finalement Dot Drops prenne son envol. C'est quoi le déclic? Le déclic, c'est... Approchez bien le micro, pardon. Le déclic, c'est l'économie linéaire. Clairement, on a pris un pari avec cette marque. L'ADN, c'est de jamais changer le design. Ce qui fait que c'est difficile de répondre à un besoin du marché des distributeurs qui recherchent des promotions. Pour faire une promotion, vous devez sortir des nouveaux designs. Vous les mettez en promotion, c'est vendu pendant les soldes, on oublie le design, on passe à autre chose. Donc c'est une économie de volume et qui est très linéaire. Quand vous n'avez qu'un seul design et que vous voulez conserver ce design et le protéger, c'est difficile de dire à un consommateur « vous allez l'acheter à 50% en janvier et dès février, on vous la remet à 100% du prix normal ». Donc ce n'était pas dans la philosophie de Dot Drops, ce qui fait que le projet s'est bien développé à l'étranger et la CCI nous a beaucoup aidés. Donc moi je suis allé au Japon et en Corée faire des missions et les consommateurs ont adhéré au projet. Mais sur la France, on a toujours bloqué. Donc en 2019, on s'est dit on va arrêter de vendre des valises et on voulait passer sur ce qu'on appelle de l'EFC, donc l'économie de la fonctionnalité. Voilà. Et on s'est dit si ça aurait été quoi dans le domaine de la valise? Pardon? C'est quoi l'économie de la fonctionnalité dans le domaine de la valise? C'était assez simple, c'est de dire on va concevoir un produit très 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 solide et on va créer une plateforme de location parce que comme la perceuse, la valise au final, elle passe beaucoup de temps dans le placard. Oui. Et 99% de son temps, j'imagine, à peu près. Pour la moyenne, c'est 95%, enfin en tout cas beaucoup de temps. Donc l'idée c'était vraiment de dire essayons de proposer un modèle alternatif qui est de louer. Parce qu'au final, est-ce qu'une valise, c'est vraiment important d'en posséder une? Et on est allé voir BPI, parce qu'on avait une grosse idée d'innovation, notamment sur la plateforme numérique. Ils nous ont accordé une subvention d'innovation pour faire des études assez poussées. Et bizarrement, on n'a pas réussi à valider le modèle de location. C'est-à-dire que les clients ou les sondages qui ont été menés montraient que les consommateurs n'attendaient pas ce type de service, c'est ça? Ils n'attendaient pas ce type de service. Il y avait des freins à louer une valise, notamment sur l'hygiène, et un frein aussi sur la simplicité d'accès au service dans le cheminement de préparation de son voyage. Donc c'était beaucoup de freins qui fait que quand on est trop en avance, c'est pire qu'être en retard. Donc on s'est dit, c'est pas forcément le moment pour nous de prendre un trop gros risque si le marché n'est pas prêt, sachant qu'on a fait une étude sur 1000 personnes, donc on avait des datas assez précises. Par contre, cette étude, elle a démontré quelque chose d'intéressant, c'est que 84% des consommateurs, quand ils avaient un pépin sur leur valise, plutôt que d'essayer de la faire réparer, ils l'achetaient. Exactement, et d'ailleurs on peut faire un sondage dans la salle, je le fais à chaque fois. Ceux qui ont eu une valise avec une roue ou une poignée cassée, qui ne l'ont pas réparée, qui ont racheté une neuve, lève la main, s'il vous plaît. Eh oui, c'est tout à fait ça. On est sur un public averti, donc on est en dessous des 84%, mais c'est assez flagrant. Enfin, chaque fois qu'on fait ce que je fais... La majorité des gens vous disent oui, je jette. En fait, je jette, mais surtout, je n'ai pas d'alternative de réparation. C'est-à-dire, la marque ne me propose pas d'alternative de réparation. Ou alors ça coûte très cher. Ça coûte cher, ou on me dit oublie la réparation et va directement sur l'achat neuf. Donc ça c'était la première data. Et le deuxième insight, il était sur la partie recyclage. Et quand on pose la question à ces 1000 mêmes personnes, mais est-ce que vous pensez que la valise c'est un objet recyclable ou qu'est-ce que vous faites vous quand votre valise elle est cassée? À 80%, les gens ne pensent pas que c'est recyclable. Ils ne nous disent pas exactement ce qu'ils font, mais on suppute. Quand on a une maison, comme on le fait tous, on la met au grenier, on conserve des affaires, on fait des choses. En tout cas, il y avait un paradoxe qui était je ne cherche pas à réparer, je sais que c'est du plastique et je sais que ce n'est pas recyclable. Donc, partant de là, on a, nous, imaginé cette valise et on est rentré dans ce qu'on appelle l'éco-conception. Nous, on avait imaginé sur le projet EFC, donc de location, une valise que j'appelais très solide. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait fait les prémices d'une éco-conception. Résultat des courses, vous avez décidé de vous lancer dans ce domaine-là. Vous sortez
cette valise garantie 20 ans, réparable, même par le consommateur, puisque pour le coup, vous lui proposez éventuellement de changer des éléments aussi simples que les roues. Ça marche bien, ce concept? Vous en êtes où aujourd'hui? Ça marche très bien. Alors, elle est garantie 20 ans, réparable à vie, et surtout, on est dans une notion de serviciel, et c'est important de le préciser, où on vient apporter du service autour du produit. Donc, la fourniture des pièces détachées est faite de manière illimitée, donc chaque fois qu'une panne se produit, gratuitement, durant les 20 ans de garantie. Et les 20 ans de garantie, c'est quelle que soit l'origine de la casse, en plus. C'est quelle que soit l'origine de la casse. Donc il y a un effet qui peut être négatif, c'est de dégager les compagnies aériennes de leurs responsabilités, mais il y a aussi, nous, une garantie au niveau de l'éco-conception, de dire on allait chercher un produit très durable et très solide, et on parlait avant du problème des labellisations. Nous, on s'est fait labelliser Long Time. Donc c'est un label qui n'est pas autoproclamé, qui nous a fait passer par les fourches codines de la PAV pour aller attester, labelliser la réparabilité et la durabilité du produit. Alors on a vu que votre valise elle est assemblée ici en Alsace. Ouais. Est-ce que pour réduire encore la consommation, j'allais dire énergétique, ou l'empreinte carbone de votre valise, vous imaginez la relocaliser ici en France? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Toutes les pièces aujourd'hui sont fabriquées en Chine, hein, c'est ça? Toutes les pièces détachées, elles sont fabriquées en Chine avec un partenaire avec lequel on travaille historiquement chez Alsacienne de Maroquinerie. Que je remercie d'ailleurs au passage parce qu'il nous a beaucoup aidé dans la partie R&D, et aujourd'hui on a une feuille de route de développement, de relocalisation, de monter une filière de fabrication de coques dans un premier temps, de valises en France, dans le Grand Est si possible. Donc moi j'ai la chance d'être soutenu par l'ADEME dans la première phase qui était la phase d'éco-conception, poser plutôt les pistes de ce que peut être une valise avec encore plus de gains environnementaux. Et on le voit sur ce schéma, sur notre produit au final, ce qui est très polluant pour simplifier, c'est les matières premières et la fabrication. Donc comment faire en sorte de trouver des matières premières qui sont plus vertueuses? On peut passer sur un plastique recyclé, et c'est des pistes qui ont été évoquées, mais on veut aller plus loin en fait dans les additifs. Comment on peut charger un plastique avec des matières qui sont un peu au-delà du recyclage pour avoir encore plus de gains environnementaux. La fabrication, notamment, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, mais il se trouve que l'énergie elle est décarbonée en France. Donc produire en France, c'est aussi du gain environnemental par rapport à produire dans d'autres pays. Julien, combien vous avez vendu à ce jour de Dot Drops ? Là, on doit être à 1200 valises vendues. On en a assemblé 4000 en Alsace. On s'est lancé donc sur Ulule en juin de cette année. Donc le projet. Vous êtes lancé sur Ulule. Ulule, pardon. Ouais, pardon, c'est une plateforme de financement participatif. Donc c'est une plateforme qui permet au grand public de soutenir des marques engagées au travers soit d'achats directs de produits, soit de faire des dons. Nous, en l'occurrence, on avait choisi les deux. La promesse de valeur, pour répondre à votre question avant, elle est là, puisqu'on a levé plus de 115 000 euros au travers de particuliers sur Ulule, qui ont acheté plus de 700 valises. Et depuis, la dynamique continue. Donc on a notre site de vente en ligne et on est en plein dans la préparation de Noël avec un leitmotiv, c'est consommer durable. C'est le seul canal de vente aujourd'hui, votre e-shop ? C'est actuellement le seul canal de vente parce qu'on s'adresse en direct aux consommateurs, parce que pour garantir 20 ans d'utilisation, les pièces détachées illimitées et rester dans des prix de marché, malheureusement, il faut couper au maximum les intermédiaires. Pas que je ne trouve pas ça sain d'avoir des intermédiaires dans un système de revente, mais à chaque fois, il faut qu'ils se rémunèrent. Et pour rester dans le prix marché, on a choisi d'être en direct. On fait une petite entorse à ça. On ouvre aux Galeries Lafayette Haussmann et au BHV Rivoli 2 corners avec des vendeurs pour promouvoir de manière très grand public et en physique le produit. D'accord. Samuel, peut-être un commentaire sur cette entreprise et son engagement ? Ce qui est intéressant au départ, il y a une force, c'est le design intemporel. On est sur des produits qui sont non consommateurs en phase d'utilisation, sous réserve du poids transporté, par exemple, dans un avion, etc. Et donc, toute chose qui augmente la durée de vie du produit va diminuer l'impact, parce qu'on l'a vu dans le profil environnemental, j'ai plus les chiffres, mais c'était autour de 88% qui est lié à la production des matières premières.
Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que quand on a du design intemporel, ça permet d'avoir des pièces de réparation dans le temps. Si vous changez votre design tous les 2 ans, ça veut dire que vous devez multiplier vos stocks de pièces de rechange. Ça a un coût et c'est pas tenable aujourd'hui. Donc non, je trouve que le projet est très très inspirant. Allez, on va essayer de rejoindre, si c'est possible, Marion Lapré. Elle est en duplex depuis Lyon. Bonjour Marion, vous êtes la cofondatrice de Maobi, c'est un cabinet conseil en éco-conception donc basé à Lyon qui compte une quinzaine de salariés si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Bonjour, oui, c'est bien ça. D'accord. Juste une petite question, pourquoi Maobi? Ça veut dire quoi Maobi? Alors bonjour à toutes et tous, et je suis ravie d'être avec vous même si c'est en visio. Donc Maobi vient du moabi qui est un arbre... le plus haut et le plus ancien arbre d'Afrique, qui a la particularité d'être un arbre qui, lorsqu'il est coupé par les populations, est valorisé de la racine à la cime. Donc rien n'est sous-utilisé. Et rien ne se perd. Rien ne se perd. On a trouvé que c'était assez inspirant pour une agence d'innovation qui travaille sur l'éco-conception. En quelques mots, de quelle manière vous êtes intervenu auprès de Julien Herré dans le cadre de cette valise éco-conçue Dot Drops? Effectivement, on a eu la chance de participer à ce beau projet. Donc, avant tout, porté effectivement par un dirigeant qui a une vision et qui sait là où il veut aller. Et Maobi est intervenu finalement sur l'hybridation des 2 compétences que l'on a et d'expertise qu'on a en interne, à la fois sur une compétence plus scientifique et technique qui consistait, on vient de beaucoup en parler, à se poser la question de la conception de cette valise, donc à la fois ces matières, l'origine de ces matières, ces systèmes d'assemblage, pour s'assurer que cette valise est effectivement bien conçue pour durer. Donc ça, c'était vraiment une partie, je dirais, de l'accompagnement de Maobi, qui peut se simplifier sur ce slide-là, qui consiste à bien comprendre où sont les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie, pour être sûr que lorsqu'on reconçoit, on va bien s'attaquer prioritairement là où il y a de l'impact. Et dans le cas de cette valise, on l'a bien dit, c'est les quantités de matière et le procédé de transformation, de fabrication associé. Marion, ça prend du temps de faire ce type de calcul? Alors, un projet comme ça, c'est entre 3 à 6 mois. L'élément qui est le plus dimensionnant dans tout cela, c'est la collecte de données. C'est-à-dire savoir quelles sont les matières, les quantités. On parle de plastique, mais quel plastique? Un process industriel, quel type d'énergie, quel type de rebut? C'est un vrai sujet, là, le rebut dans le process en question. Donc, c'est entre 3 à 6 mois. Avec, je dirais, donc on est du simple au double. Pourquoi? Parce que l'étape de collecte peut prendre beaucoup de temps. Là, il se trouve qu'effectivement, Dot Drop, la société de Julien avait une relation et de confiance et très long terme avec ce fournisseur chinois, qui par ailleurs est un fournisseur engagé qui travaille avec les marques les plus engagées du marché. Sur la deuxième... On n'a eu aucun souci pour collecter la donnée. D'accord. Ouais. Sur la deuxième partie, vous êtes donc intervenu sur toute la partie marketing, que vous nommez même, vous, éco-marketing. De quelle manière et qu'est-ce que vous avez mis en place? Tout à fait. Donc, c'est effectivement, on a la chance sur ce super projet. On a hybridé vraiment, on a pu apporter, j'espère, en tout cas, le maximum de valeur ajoutée de Maobi. Donc, on revient, nous, sur un sujet qui est hyper important. On pense sur le marché, c'est qu'un produit, de toute façon, qu'il soit éco-conçu ou non éco-conçu, doit rencontrer son marché. C'est-à-dire on doit connaître la cible, qui va être le futur acheteur, comprendre les motivations d'achat, pour qu'ensuite, on ait un positionnement à la fois de la marque, mais aussi du discours qui rencontre sa cible. C'est un peu le b.a.-ba du marketing. Là, on parle d'éco-marketing. Pourquoi? Alors, il s'agit bien pas de faire du greenwashing. Il y avait bien le démarrage qui était de se dire, on veut un produit éco-conçu, une valise éco-conçue, c'est une valise qui dure longtemps. Donc là, je dirais que la partie conception était traitée. Et ensuite, se pose la question, qui sont mes cibles? Quels sont les personas types? Si je devais dessiner un petit peu le portrait type de mes futurs consommateurs, quels seraient-ils? Donc voilà, Maobi a accompagné Dot Drops à définir des personas clés avec effectivement l'expérience aussi de Dot Drops accumulée depuis de nombreuses années.
Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, comment on fait pour retranscrire ça dans un discours qui réponde aux attentes de ces personnes-là et qui mette en avant des allégations environnementales les bonnes, c'est-à-dire compréhensibles, au bon niveau, et qui puissent être aussi, je dirais, diffusées internationalement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le bon discours? C'est que peut-être que l'argument numéro 1 d'achat d'une valise, c'est pas son caractère éco-conçu. Ça, faut pas l'oublier. C'est d'abord qu'elle soit peut-être jolie, fonctionnelle, qu'elle réponde vraiment à des besoins fondamentaux. La durabilité va être un argument important, un argument de différenciation de la marque et de son discours, mais peut-être que c'est pas l'argument principal. Et ça, c'est vraiment important de ne pas perdre de vue quand on pilote à la fois, je dirais, de la performance environnementale et à la fois comment je vais arriver à toucher ma cible, de ne pas se tromper, je dirais, de hiérarchisation des promesses que la marque va vouloir apporter. Et pour cela, Marion, Marion, est-ce que vous avez sondé des gens? Comment ça s'est passé? Quel argument ressortait en premier? C'est quoi? C'est les 20 ans de garantie offertes? C'est ce que vous avez vu là, juste à l'écran. Alors, comment on l'a fait? Étant donné que Dot Drops, là, on a choisi pour cette valise, en tout cas, un canal D2C, donc exclusivement sur le web. En fait, on a fait des hypothèses sur la hiérarchisation et la façon de s'adresser à ces cibles-là. Et ces hypothèses ont été testées via des campagnes, on va dire, fictives, des campagnes de publicité que l'on a ensuite lancées sur Facebook pour voir quels étaient les discours, la hiérarchisation justement de ces fameuses allégations environnementales qui fonctionnaient le mieux. Donc, ça a été développé sous forme d'hypothèse en co-construction avec Dot Drops et testé de manière assez frugale, parce que sur Facebook, l'intérêt, c'est qu'on peut faire des campagnes, et ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est relativement bon marché. On a testé online, du coup, différents positionnements pour voir lequel ressortait le mieux auprès des cibles qu'on avait identifiées. Marion, on reviendra vers vous un tout petit peu plus tard. Julien, vous vous engagez pour 20 ans avec les clients. Il n'y a pas trop de stress derrière ça? 20 ans, c'est long. 20 ans, je serai encore aux affaires, donc je peux m'engager sur 20 ans. J'ai que 45 ans. Mais non, effectivement, c'est une question... C'est quand même un pari sur l'avenir. Ouais, chez beaucoup de consommateurs. Mais nous, on argue du fait qu'on est là depuis 1960 en tant que société familiale, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais globalement, on est plutôt équipé pour s'engager sur ces 20 ans. Mais j'ai envie de dire que si déjà on arrive à engager des consommateurs sur 10 ans, on double, bon an, mal an, la durée d'utilisation de leurs produits. Donc c'est la moitié du chemin est fait, parce que dans ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller... se battre contre quelque chose dont on parle peu, qui est l'obsolescence sociale. Et tu en parlais avant, c'est à accumuler aujourd'hui dans son armoire, de la même façon qu'on l'accumule, on a le réflexe de jeter. Parce que c'est trop rayé, parce que, je sais pas, la valise... plus la couleur. On n'aime plus la couleur, ou que sais-je. Sur une valise, c'est peut-être moins flagrant que sur du vêtement ou des choses un peu plus modes. Mais globalement, on se bat contre ça. Et dans la notion de communauté chez Dot Drops, ce qu'on veut aller chercher, c'est engager les personnes sur faire durer. Nous, on est là pour fournir les pièces, on est là pour garantir. Mais vous, vous êtes là pour entretenir votre produit. Et une valise, donc on commence à donner des conseils d'entretien et on va développer de plus en plus ce contenu à destination de notre communauté pour remettre au centre des habitudes l'entretien. Et au niveau de la conso, nous, ce qu'on veut avec Dot Drops, c'est que la réparabilité, on en parlait avant, mais la durabilité, ça redevienne aussi un critère central dans le choix d'un produit. L'indice de réparabilité, aujourd'hui, on le voit, si vous allez chez Darty, vous avez un petit indice à côté du prix. Il est encore plus petit que la promotion, malheureusement, alors qu'à mon sens, il devrait être en plus grand. Mais globalement, c'est pas complètement inintéressant quand on achète un produit de se dire mais si j'ai envie qu'ils soient encore là dans 10 ans, du coup, j'ai envie de l'entretenir, est-ce que la marque me donne la capacité de le faire ? Aujourd'hui, ça reste quelque part de l'offre et du marketing. Demain, moi, je pense qu'au niveau européen, ça sera légiféré. L'indice de durabilité, il va arriver l'année prochaine. Et à partir de 2024,
je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer quand même. Allez, on va inviter nos amis tout de suite à sonder, à un nouveau sondage, pardon, et puis ensuite préparer des questions. Vous allez pouvoir lever la main, vous allez pouvoir intervenir et poser des questions à Julien ou à Samuel. 4e sondage, selon vous, multiplié par 2 ou par 3 la durée de vie des produits. Eh bien voilà, vous avez le choix, c'est à ma portée, je vais l'appliquer rapidement, des solutions techniques existent, mais mes clients ne sont pas prêts, ça c'est, voilà, je me mets un petit peu en retrait, on va dire, mes clients sont demandeurs, mais il me manque des solutions techniques. Est-ce que les solutions techniques, effectivement, existent suffisamment? C'est peu réaliste car très difficile à mettre en œuvre pour la majorité de mes produits, ce qui peut être, pourquoi pas, le cas. Et puis ce sujet est nouveau pour moi. Je dois d'abord y réfléchir. On va vous laisser y répondre et puis on va vous inviter à poser des questions à Samuel et à Julien. Juste une dernière question, Julien. Que deviendront vos valises en fin de vie? Alors, comme elles ont été éco-conçues, directement dans la conception, on a intégré le recyclage. Donc de manière assez novatrice, on propose à l'achat une consigne gratuite du produit. Donc je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez le produit, nous, on s'engage contractuellement à vous le reprendre, donc payer les frais de retour, le démanteler et l'envoyer en filière de recyclage. Tout simplement parce qu'on utilise très peu de plastique mélangé et on a minimisé au maximum le nombre de matières différentes à l'intérieur du produit. Donc il sera recyclé, mais de manière la plus valorisante possible. Et vous connaissez déjà la filière de recyclage? On en a identifié certaines avec la CCI, puisque en fait, au final, c'était une des premières problématiques dans le projet. Et la difficulté, c'est que j'en ai aujourd'hui, mais comment seront organisées les filières de recyclage dans 10 ou 20 ans? C'est compliqué de répondre à date. Donc si on devait recycler des valises aujourd'hui, on sait comment le faire, et on le fait déjà d'ailleurs. Dans 20 ans, concernant d'autres drops, j'ai bon espoir que ça aura évolué, ou que dans le projet, on réussisse à faire un partenariat. Aujourd'hui, j'ai des discussions avec Veolia pour lancer une filière de recyclage de valises en France. C'est quand même un chiffre. Rien qu'en France, on parle de 4 à 5 millions de valises qui sont vendues par an. La plupart, aujourd'hui, elles sont en coque rigide. Il n'existe aucune filière de recyclage. Donc, il y a aussi un enjeu qui est un peu annexe au projet pour ce recyclage. Oui, qui dépasse. Il y a des enjeux forts. Je crois que c'est 400 millions dans le monde qui s'en vendent, grosso modo, chaque année. 400 millions de valises vendues dans le monde par an. Donc, ça fait quand même quelques millions de tonnes de plastique divers et variés. Oui. Allez, on va voir tout de suite une première question. On va vous apporter des micros. Merci systématiquement de vous présenter. Monsieur. Ah, allez-y. Allô, ouais, voilà. Michel, directeur des opérations, le Med Sécurité. C'est quoi votre filière de recyclage actuellement, s'il vous plaît? Si vous pouvez rentrer dans le détail. Merci. Les filières de recyclage aujourd'hui, on travaille avec un partenaire qui s'appelle jeréparemonbagage.com et à qui on envoie toutes les valises, qui lui en fait les démantèle pour faire des stocks de pièces détachées multimarques. Derrière, il en fait d'ailleurs un business model puisqu'il les revend. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur jeréparemonbagage.com et il a un partenariat avec Suez en l'occurrence pour récupérer le reste de la coque, sachant que la difficulté, c'est qu'il récupère beaucoup de coques avec des plastiques mélangés et là, ça doit partir ce qu'on appelle du CSR, donc c'est broyé et ça part en incinération. Allez, on prend encore 2-3 questions en salle. N'hésitez pas à lever la main, on vous apporte un micro. Merci systématiquement de vous présenter. Bonjour, Anthony Boule, Société Mu. Merci d'abord pour l'exemple qui est vraiment inspirant. Je me posais la question de la phase d'utilisation de la valise. Je me dis que sur un produit comme ça, le sujet du poids de la valise et de son allègement est peut-être un enjeu, que ce soit d'un point de vue utilisateur, mais aussi d'un point de vue environnemental peut-être. Est-ce qu'à un moment, vous avez dû faire un arbitrage entre poids de la valise et durabilité, justement? Merci. Merci pour votre question, monsieur. Ouais, c'est une question très intéressante. Et d'ailleurs, en éco-conception, on l'a faite. C'est que l'éco-conception, à un moment, ça oblige à ne pas répondre à un besoin quasiment numéro 1 du marché, qui est quand je vais acheter ma valise, le premier truc que je fais, c'est que je la soulève pour voir si c'est léger. Donc effectivement, on n'a pas la valise la plus légère du marché parce qu'on a souhaité conserver une durabilité accrue
dans la sélection du plastique et dans l'épaisseur du plastique en faisant un test un peu technique qui s'appelle ISOD, avec une norme une valeur très spécifique. Donc on a une valise qui est légère, mais qui n'est pas la plus légère du marché parce que ça ne rentrait pas du tout c'était sans commune mesure par rapport à la durabilité. Allez, j'aimerais voir encore un ou deux doigts se lever. Ensuite, on retournera du côté de chez Marion, l'après du côté de Lyon, et puis on verra aussi les résultats du sondage. Oui, voilà, on va vous apporter un micro, madame. Voilà, et merci de vous présenter. Oui, bonjour, Florine Hippie. Je suis en train de créer une structure d'accompagnement sur l'éco-conception. Question peut-être un peu obscure, et M. Meyer l'a dit tout à l'heure, l'a relevé. La rentabilité de ce type de démarche à terme, en sachant qu'aujourd'hui, a priori, ce que j'en ai compris, c'est que les entreprises avaient beaucoup de difficultés à communiquer sur ce sujet-là. Ça n'appuie pas forcément, en effet, en tout cas, on va dire la démarche d'éco-conception, tant qu'il n'y a pas de transparence par rapport à ça. Qu'en est-il? Et peut-être deuxième question associée, le Made in China versus éco-conception. Là, vous prouvez que pour le moment, c'est compatible. Alors, oui, Samuel prendra ensuite le micro. Oui, je vous en prie, Julien. C'est éco-compatible? Il y a une question dans la question. La première, c'est est-ce que c'est le projet rentable? Oui, je le souhaite. Après, on l'a sorti d'Alsacienne de Maroquinerie pour le faire incuber chez Semia. Aujourd'hui, c'est une start-up à part qui s'appelle Log2Go, donc qui a un financement start-up qui est à la fois du financement au niveau de la région, de l'ADEME et de la BPI pour partie, et on va aller chercher des fonds pour se laisser le temps de trouver notre point de rentabilité. Après, moi, je suis un entrepreneur familial, donc les fonds propres, ça me parle, le compte de résultat, ça me parle, et l'idée, c'est d'être rentable dès la fin 2024, avec un business model qui est celui de la part de marché, parce qu'il ne faut pas oublier, une fois de plus, 4 millions de valises vendues par an. Si on arrive à prendre 10% du marché européen, 10% du marché français, pardon, et après monter sur l'Europe, on peut faire un projet rentable. Voilà ce que je peux vous dire. Et le deuxième, c'était oui, pas opposer Made in China et assemblé en France ou éco-conception. Moi, j'ai fait un salon il n'y a pas longtemps qui s'appelle Pro Durable à Paris. Et des gens qui étaient peut-être un peu, alors je ne sais pas, c'est très politiquement correct, mais un peu extrémistes à leur manière de voir les choses, me disaient oui, mais attendez, c'est pas fabriqué en France et tout, machin. Je fais ok. Mais moi, je fais la promotion sur mon site du fait que c'est pas fabriqué en France, donc je le cache pas. C'est assemblé en Alsace, c'est mieux que rien. Et au final, ce partenaire-là, en l'occurrence, Marion le disait avant, je pense qu'il est plus avancé dans ses démarches RSE que 50% des visiteurs de Pro Durable. Donc à un moment, il ne faut pas opposer les uns et les autres. On le voit, on a parlé de l'Ukraine avant. Si on commence à s'opposer, je pense que plus personne ne s'écoute. Donc ce qu'il faut, c'est prendre le meilleur de chacun et avoir une ligne de route. Nous, effectivement, avec le partenaire qu'on connaît, moi je l'ai dit depuis le début, mon objectif, c'est quand même de transférer tout ou partie de la fabrication en France. Mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux l'entendre? Est-ce que tu peux m'aider? Et il l'a fait, sinon je ne serais pas là. Comme quoi, on peut coopérer multi-pays. Samuel. Oui, alors selon la rentabilité, les entreprises en parlent. C'est les marges où ils font plus attention, mais que ce soit pour des produits éco-conçus ou des autres produits. Très peu d'entreprises communiquent sur ces points-là. Moi, ce que je peux dire, c'est que... Est-ce qu'elle ne devrait pas le faire un peu plus, justement pour inciter, ou vous, pour inciter plus d'entreprises à s'engager dans l'éco-conception, en disant, regardez, vous allez dans l'éco-conception, vous allez dégager tant de marge sur vos consommations énergétiques en moyenne, etc. etc. Non, mais la marge, elle est globale. Hein, c'est des marges brutes, donc avec des calculs de ROI, etc. Parce que là, on parle aussi d'investissement, c'est-à-dire que voilà, c'est du thermoformage, il faut ramener ici, il faut racheter éventuellement, je ne sais pas comment vous êtes organisé, si les moules vous appartiennent ou pas. Enfin, il y a quand même des investissements et il faut le répercuter derrière. Donc, par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises qui font l'éco-conception, en général, elles ne s'arrêtent pas. Donc, dans plus de 96% des cas, les entreprises engagées dans l'éco-conception, elles continuent. Donc, ça, je pense, c'est le premier indicateur. Vous dites elles continuent, c'est-à-dire qu'elles ont de l'activité, elles grandissent. Non, elles continuent à faire de l'éco-conception. Ah, d'accord. Excusez-moi, je vais être plus précis. Effectivement, c'est un peu une réussite.
Et puis, on va quand même. Je vois qu'il y a Hélène, ils sont à côté, les Parisiens, les deux cabinets. Je peux te paraphraser, parce que l'autre jour, tu avais dit. Parce que ça fait quelques temps qu'on, nous tous, là, on est sur l'éco-conception. Et tu avais dit, oui, ça fait 20 ans qu'on dit que c'est un métier du futur, c'est enfin un métier du présent. Et moi, ça m'avait marqué. Je te recite de temps en temps, tu me corrigeras si c'était la bonne formule. Mais aujourd'hui, notre problème, c'est de recruter des gens pour faire de l'éco-conception. C'est-à-dire qu'avant, on avait des cabinets de conseil qui faisaient de l'éco-conception, c'était le seul endroit où se faire embaucher. Aujourd'hui, les entreprises embauchent des chargés, des ingénieurs en éco-conception. Et ça fait 3-4 ans, ce n'était pas vrai avant. Donc il y a une vraie mutation qui est en train de se faire. Et si elles le font, c'est qu'à la fois, il y a une attente client, il y a un positionnement concurrentiel, il y a une problématique légale qui est là. Il y a le risque de nouveaux entrants, donc je ne vous refais pas tout porteur, mais grosso modo, l'environnement comme axe d'action, d'innovation ou de rentabilité est quelque chose qui est important aujourd'hui. Et sur les cas, donc on aura 30 cas d'entreprises qui vont témoigner, et ce sera sur la bibliothèque de l'ADEME, normalement. Ça devait être fait octobre, novembre. Octobre est bientôt fini, je pense que ce sera plutôt novembre, décembre. Donc vous allez sur Bibliothèque ADEME, vous faites retour économique de l'éco-conception, vous avez accès aux anciennes études et vous aurez accès aux 30 cas d'entreprises qui sont en train de se finaliser. On va peut-être, en régie, si c'est possible, nous afficher les réponses au sondage, multiplier par 2 ou 3 la durée de vie des produits. Quelles sont les réponses ? C'est à ma portée. C'est plutôt optimiste, ça. Néanmoins, la 4e réponse étant c'est peu réaliste car très difficile à mettre en œuvre. Un commentaire, Samuel ? Non, mais la durée. Il y a plusieurs stratégies. Voilà, si en régie on peut nous réafficher les réponses, s'il vous plaît, merci. Il y a plein de stratégies d'éco-conception. Moi, la durée de vie des produits, elle est souvent très intéressante sur des produits que je vais appeler passifs, et peut-être moins intéressante sur d'autres produits. Et c'est l'avantage de l'éco-conception, c'est qu'il n'y a pas une solution unique, quel que soit votre projet. Voilà, donc on peut avoir des projets, on va mettre beaucoup de matière parce qu'on sait qu'on va on va les faire durer. Je témoigne sur Cataba puisque tu as bossé dessus et que je les ai revus la semaine dernière. Donc là, on va avoir du mobilier de bureau à base de matériaux recyclés qu'on va intégrer, mais on va mettre de la matière parce qu'on est sur un marché qui le permet, qui est un peu haut de gamme. Donc il y a tout un tas de solutions qui sont disponibles. Donc il y a un jeu. Tu fais le jeu tout à l'heure ? Oui, elle en parlera. Ouais, voilà, il y a 70 stratégies d'éco-conception qui sont présentées. Donc tout le monde peut trouver un peu sa solution. Il n'y a pas de solution unique. C'est ça qui est intéressant de l'éco-conception. C'est ce qui va nous permettre aussi de nous différencier et de créer de la valeur et qu'il n'y ait pas que toutes les valises se ressemblent pas, etc. Julien, vous souhaitez apporter un commentaire ? Je peux que partager mon expérience sur le c'est peu réaliste. Après, je n'ai pas la prétention de trouver des solutions à chaque problématique industrielle des répondants. Mais globalement, moi, quand j'ai commencé ce projet, je pensais qu'en tant que TPE, on ne pouvait pas aller voir BPI avec de l'innovation et demander une subvention parce qu'on n'était pas légitime à le faire, parce qu'on n'avait pas de bureau R&D. On était organisé en TPE. Et en fait, j'ai retrouvé des gens bienveillants qui avaient l'habitude de parler aussi avec des TPE et de les accompagner. Après, je suis allé voir la CCI qui m'a bien aiguillé et notamment qui m'a présenté différents bureaux d'études, m'a donné accès à une liste pour m'aider dans cette démarche. Après, je suis allé voir la région qui nous a aidés au travers de SEMIA, nous a subventionnés. Après, on est allé voir l'ADEME, qui aussi nous a écoutés, nous a permis de faire des études d'éco-conception, de travailler avec Maobi. Donc tout ça pour dire qu'au final, c'est vrai que quand on est dans son schéma, on a plutôt tendance à dire j'ai tellement de problèmes à gérer au quotidien que c'est compliqué et c'est peu réaliste. Et puis au final, ça marche pas si mal que ça, mon truc. Mais globalement, il y a tout un écosystème et notamment dans le Grand Est, ça vaut le coup, quel que soit l'apport d'entrée, CCI, ADEME, BPI, il y a quand même, et tout ça après ça se recoupe. Si on a une idée ou une envie de faire un rendez-vous ou de faire un diagnostic pour voir si on peut aller plus loin. Il y a finalement un écosystème qui se met en place. Sans ces aides, vous seriez quand même parti dans l'aventure ? On serait parti. Après, est-ce qu'on aurait pu aller aussi loin dans les analyses du cycle de vie avec Maobi ? Ça aurait été une vraie question parce que ça a un coût. Qui est ce qu'il est, mais globalement en TPE, après, quand on n'a pas l'habitude, on se dit est-ce que je suis assez technicien, ce genre de choses. Donc les décisions d'investissement, elles ont été structurées
au travers des demandes d'aide. Parce qu'au final, demander une aide, c'est aussi, ça force à structurer, ça force à organiser ce qu'on veut. Donc peut-être qu'on ne l'aurait pas fait ou plus espacé dans le temps. Samuel, et puis ensuite on rejoint Marion pour terminer cette table ronde. Juste pour témoigner, parce que nous on a monté un programme qui s'appelle ENEC, c'est European Network of Eco-Design Centre. Donc on arrive à benchmarker ce qui se fait en termes de dispositifs au niveau européen. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas un pays au niveau de l'Europe qui accompagne autant que la France sur les dispositifs et les outils. Voilà, on a des outils qui sont disponibles gratuitement. Donc, vous avez une plateforme qui s'appelle Impact avec un outil qui vous permet de faire des premières évaluations sans avoir à investir dans des outils, on va dire, plus experts. Ça, bon, après, peut-être il faut modifier, mais ça, vous n'allez pas le retrouver ailleurs. Vous avez des dispositifs de financement pour des diagnostics. Après, vous avez des dispositifs sur la recherche en éco-conception, donc avec un appel Perfecto qui va arriver là tout de suite. Vous pouvez avoir de l'aide à l'investissement sur l'éco-conception. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut être accompagné. Le tout, c'est de s'engager, de trouver les bons partenaires. Donc on a parlé, les cabinets qui vous accompagnent. Vous avez la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a Renan qui est là, qui pourra vous orienter à la fois pour trouver votre cabinet, les fonds disponibles pour vous accompagner là-dessus. Et donc on n'a pas à rougir, franchement, au niveau français là-dessus, sur ces points de dispositifs, d'outils et d'aide à l'accompagnement. Très très bien, merci beaucoup Samuel. Marion, on vous retrouve une dernière fois, on clôture cette table ronde. Que vous inspire notre débat, et puis quels conseils vous auriez envie de donner aux chefs d'entreprise présents dans cette salle ou qui nous regardent sur Internet en ce moment en direct? Alors, ce que m'inspire le débat, je ne sais pas si ça m'inspire, mais en tout cas, c'est vrai que ce projet d'Hotdrops, je le trouve vraiment très intéressant, et c'est toujours intéressant aussi pour des cabinets de conseil de se dire, voilà, il y a un produit, il y a une proposition de valeur, il y a un produit éco-conçu, ça a cartonné sur Ulule, donc on commence à avoir un produit qui, a priori, a rencontré son marché. Donc, c'est un produit éco-conçu, et en plus, il est bien positionné, et c'est un succès. Donc, c'est pour montrer que c'est possible. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. On n'est pas resté au niveau de l'étude, mais ça s'incarne bien dans un produit. Ensuite, je rebondis effectivement sur les aides. Merci la France, on est très, très aidés. Donc, en fait, finalement, le sujet, c'est trouver des entrepreneurs motivés. Et ensuite, je dirais, une fois qu'il y a la motivation et il y a un début de vision qui est de se dire je souhaite faire mieux, je souhaite transformer à mon échelle un petit peu mon secteur, on trouve toujours les compétences et les dispositifs disponibles. Et on est effectivement assez chanceux en France d'avoir toutes ces aides et tous ces acteurs à l'échelle du territoire qui soutiennent ce type de projet. Donc, ce que ça m'inspire, c'est qu'il nous faut plein d'éco-blockbusters, plein de projets comme celui de Hotdrops dans tous les secteurs qui permettront de faire une transition, d'accélérer la transition et de montrer que c'est possible des produits éco-conçus et qui sont des succès commerciaux. Parce qu'on a encore besoin d'un petit peu plus d'exemples. Il nous faut un iPhone vraiment éco-conçu, il nous faut des produits assez exemplaires et des marques qui fonctionnent bien avec des produits bien conçus pour durer et pour bien répondre aux fonctionnalités demandées par le consommateur. Merci beaucoup Marion d'avoir été présente avec nous en duplex depuis Lyon. Passez une excellente journée. Le bonjour à vos équipes. Merci encore à vous Julien. Voilà, je vais vous inviter à rejoindre votre siège. On peut vous applaudir. C'est une très très belle